le journal. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur la radio-télévision nationale congolaise. Ouvrons ce journal par le Nord Kivu. Le chef d'état-major général de FARDC est allé réconforter le bataillon commando. On regarde. Venu de Lubumbashi en renfort, le 211e bataillon commando a reçu ce dimanche le 29 mai 2022 la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Le général d'armée Mbala Moussa Célestin a saisi cette opportunité pour galvaniser le moral des troupes des FARDC. Il a appelé chaque militaire à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et ses biens. École Mobimba, il y a la République démocratique du Congo, et tiens miso et pas inabino. Et tiens miso et pas inabino, ponate, boba telamboka, Mongona azali kotante kobotola moi eteni boyebi mission na biso ezali mission ya kobatela ndelo ya République démocratique du Congo po ete Mongona akota te azwa ata eteni moke te. Mission ya mibale ya makasi ezali ya kobatela pe population na biso na biloko na bango pe kosalisa gouvernement na biso pour le développement. Abengi bino po boya kosalisa musala ya baoyo babandaki awa pote population na biso ya Nord Kivu na ya Ituri eza kobundisama na M23 na ADF banguna ya mboka na biso tokokende bipai biso pona kobenga na monguna ekolo Kivu. Voilà, on va s'arrêter 2 minutes en Ituri pour parler de la signature devant le gouverneur Johnny Luboya de l'acte d'engagement par le FPIC à déposer les armes. Les détails dans cet élément de reportage. C'est seulement avec votre arrivée et avec l'événement de l'état de siège que le peuple Bira a trouvé en vous un collaborateur, une autorité qui écoute et qui est prêt à recevoir pour comprendre la situation. Créée en 2019, la milice FPIC, plus connue sous le nom de Chinia Kilima, s'engage désormais à arrêter de commettre des exactions si la population y adhère au programme de DRCS. Son acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités a été lu par son porte-parole ce lundi à Bunia lors de la restitution du dialogue de la communauté Bira tenue du 11 au 14 avril à Nyankoundé. Naomba na ndugu wangu wote inyobiko ndani ya pori watoke gisi nye tunafaa example kwa siku ya leo. Wakifika itakia mambo ya mzuri sana kwa wandugu wangu wengine waige mfano nye tunafaa leo. Une décision consécutive à la recommandation de la communauté Bira, dont les représentants, le professeur Katobungi Shabaku, salue la collaboration du gouvernement militaire de l'Ituri pour l'obtention de ces résultats. Nous avons tourné la page noire et nous sommes engagés pour la paix, pour le développement. C'est cela le grand message que nous donnons aujourd'hui. Nous voulons montrer que le peuple Bira est capable de se relever, puis de donner l'exemple à d'autres pour qu'ils puissent suivre le modèle que nous venons de démontrer aujourd'hui. La société civile de l'Ituri appelle les autres groupes armés à emboîter les pas de la milice FPIC et à faire la paix. Nous pensons que c'est le début d'état fort dont nous avons besoin en Ituri. Nous avons salué cette attitude de nos frères de FPIC. Nous leur demanderons d'aller plus loin que ça, jusqu'à déposer les armes. Au gouvernement militaire de l'Ituri de saluer cet engagement et de l'affirmer sa détermination à pacifier l'ensemble de la province. L'engagement unilatéral que vous avez pris, c'est quelque chose de très grand. Vous avez donné l'exemple. Je voudrais vous dire ceci. Nous avons de grands enjeux aujourd'hui. Les enjeux que nous avons, c'est pour mettre
effectivement fin à cette violence. Pendant ce temps, les forces armées poursuivent la traque de groupes armés non favorables au processus de paix. En territoire de Djougou et d'Irumu, à Sirema, de gré ou de force, tous les groupes armés seront neutralisés par les forces loyalistes en cette période de l'état de siège, conformément à la vision du commandant suprême de l'armée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déterminé à restaurer la paix et l'autorité de l'État en Ituri pour son développement. Des journalistes de la RTNC Bukavu, tabassés et molestés ce lundi par deux policiers commis à la garde du ministre provincial de médias, Jérémy Bassimane. On regarde ce reportage. C'est avec désolation et chagrin que les journalistes de la RTNC Bukavu ont constaté lundi le 30 mai l'occupation illégale de la résidence officielle du directeur provincial de la RTNC Sud Kivu par deux membres du gouvernement provincial. Cette résidence était pourtant octroyée depuis 1957 aux directeurs provinciaux de la RTNC Sud Kivu basés à Bukavu. Réhabilitée dans le cadre du partenariat public-privé, la résidence est aujourd'hui convoitée par les membres du gouvernement provincial, notamment le ministre provincial des communications et médias, M. Jérémy Bassimane Zirumana, et le commissariat général des petites moyennes entreprises et artisanat. La délégation syndicale de la RTNC Sud Kivu envisage des actions jusqu'au jour où la RTNC Bukavu récupérera la résidence du directeur provincial. C'est vraiment une surprise générale de voir que c'est l'État provincial, le gouvernement provincial qui est censé nous accompagner, et le paix qu'on a, c'est encore ce gouvernement provincial qui est en train de nous ravir ça. Nous sommes des sinistrés après l'incendie de l'hôtel de poste. On n'a même pas eu un petit papier, pour ne pas parler d'une rame de papier, provenant du ministère provincial de médias, en signe de compassion avec son média, parce que c'est le média public, mais c'est ce même ministère qui s'arroge les kilos de venir occuper illégalement ces bâtiments de la RTNC. Après l'incendie de l'hôtel de poste de Bukavu, où fonctionne la RTNC Bukavu dans des conditions difficiles, celle-ci n'a jamais reçu ni visite ni assistance du dit ministre des tutelles. En sit-in ce lundi 30 mai sur les lieux où se trouve cette résidence sur avenue Mbaki en commune d'Ibanda, les cadres et agents de la RTNC ont été brutalisés et même molestés par des éléments de l'ordre commis à la garde du dit ministre provincial. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula est arrivé cet avant-midi à New York. Demain, mardi, il sera au Conseil de sécurité pour porter la voix de la République démocratique du Congo, agressée par le Rwanda. La situation actuelle à l'est de la République démocratique du Congo est révoltante. Tout est clair, les preuves sont irréfutables. La guerre qui tue les milliers de Congolais et fait des milliers de réfugiés est soutenue par le Rwanda. Des voix se sont élevées pour condamner cette agression qui dure depuis 20 ans à Malabo, en Guinée équatoriale, lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine il y a 72 heures. Les chefs d'État et de gouvernement ont unanimement condamné cette agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Aussitôt le sommet terminé, Christophe Lutundula Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, est dépêché à New York aux États-Unis par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une rencontre avec les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef du gouvernement, Sama Lukonde, a pris langue avec une délégation australienne. Au menu des discussions, la production d'hydrogène vert au barrage d'Inga notamment. Une délégation du groupe australien dit Fortescue Future Industries FFI à la primature ce lundi 30 mai 2022. Elle était porteuse d'un rapport au Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge sur l'état d'avancement du projet d'investissement dans la production de l'hydrogène vert à partir du grand barrage Tinga. Cela en vue d'obtenir la signature d'accords de coopération dans le cadre de la transition énergétique. Au-delà de sa capacité dans la transition énergétique, l'hydrogène vert est adapté aussi dans la production d'ammoniac vert et le traitement des métaux verts à des fins de consommation locale et de l'exportation. Selon le directeur général de Fortescue Future Industries, son groupe compte produire 70 MW d'énergie verte.
soit 15 au barrage de Pioka, 15 au barrage de Matadi et 40 au barrage d'Inga. Fortescue Future Industries is very committed to the Democratic Republic of Congo. FFI est très engagé à la République démocratique du Congo et le développement de ce projet. Nous avons eu une excellente réunion avec son Excellence Monsieur le Premier ministre et il a donné son accord et son support total à ce projet. Et c'est une chose importante de pouvoir avancer avec l'accord et l'appui de son Excellence Monsieur le Premier ministre et son gouvernement et son cabinet. Les études avancent très très bien. Nous avons une très grande équipe ici, d'excellents techniciens qui sont en train de travailler, aussi bien sur les aspects techniques que sur les aspects sociaux. C'est très important pour nous, au-delà de faire le projet, de nous assurer que les communautés se développent correctement. L'éducation, la santé, mais également la saisie des opportunités. Nous remercions énormément le gouvernement congolais, le chef de l'État et toutes les autorités congolaises et la population congolaise de nous avoir accueillis pour la réalisation de ce grand projet. Cette forte délégation a été accompagnée auprès de Jean-Michel Samalukonde Kienge par les conseillers du chef de l'État en charge des infrastructures, Alexis Kaembe. Les protocoles d'accord relatifs à ces projets sera signé au Palais de la Nation. C'est un projet qui a commencé ici à la primature au mois de septembre 2020. Ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est avoir les partenaires qui promettent et qui réalisent. Donc aujourd'hui, en fait, on parle de changement de paradigme. Donc on ne peut pas seulement produire de l'électricité pour les consommer directement, mais c'est plutôt l'électricité devient maintenant produit marchand qui va faciliter, n'est-ce pas, à la production d'autres produits de valeur ajoutée, entre autres ce besoin de vie. Les FFI est un groupe australien faisant partie du Fortescue Metal Group, jouissant des grandes capacités financières pour ses projets. Il s'est ouvert ici à Kinshasa le 2e forum commercial RDC-Ouganda à Fleuve Congo Hôtel. Le ministre du Commerce de la République démocratique du Congo a circonscrit le cadre du forum en présence des milieux d'affaires congolais et ougandais. Eddie Chela. Les investissements entre la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo, c'est le thème de ce 2e forum économique RDC-Ouganda qui a pour ambition de mettre en évidence les opportunités d'affaires qu'offrent les deux pays et s'inscrit dans le sillage de l'intérêt de plus en plus accru accordé au commerce intra-africain qui, dans la configuration actuelle, demeure assez faible par rapport à son potentiel. Ceci procède de la volonté des deux chefs d'État, Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda et Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, de faire du commerce, des affaires et des investissements des leviers de développement de leurs deux peuples. Une affirmation rappelée par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tongboa, dans son discours inaugural. Le message du président de la République est très clair de ce point de vue. Et ce n'est qu'un message réitéré. Le développement économique entre les nations, l'intensification des relations commerciales entre les nations, non seulement sont le socle du développement économique et social, mais surtout le socle de la paix et de l'unité de l'Afrique. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est de l'Ouganda, Alitwala Rebecca Kadaga, qui conduit une délégation des ministres ougandais et de 50 représentants des entreprises ougandaises, a mis l'accent sur la nécessité de promouvoir ces relations commerciales afin d'occuper les jeunes par l'emploi et d'étouffer les velléités de mouvements subversifs qui compromettent la paix et la sécurité dans la région. La vice-ministre de Mines tient à l'application des recommandations de la table ronde sur la gouvernance minière. Comment s'y prend-elle? La réponse dans ce reportage. L'exploitation artisanale des minerais dans la partie est du pays fait face à des défis, notamment la présence de forces négatives et des militaires incontrôlés dans les sites miniers. À la table ronde sur la gouvernance minière, la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambay, avait pris l'engagement d'assainir ces secteurs. La lutte contre l'immixtion des forces négatives et des militaires incontrôlés dans les différents sites miniers de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu était l'une des grandes résolutions de ces assises. Une opportunité pour les partenaires du secteur minier qui font des recherches dans cette partie du pays de lui présenter la cartographie du site qui lui servira de matériel didactique pour formaliser ce secteur, l'un des moteurs de croissance du pays. Les cartes que nous produisons, il y a les sites miniers, il y a également la présence des groupes armés ou de militaires dans les sites. Alors on lui a donné ça pour qu'il puisse comprendre un peu où se trouvent les conflits dans les sites miniers, où se trouvent ces bandes armées
dans les groupes, dans les sites miniers. Un balai qui symbolise l'assainissement lui était remis à cette occasion. Ce balai, c'est pour l'aider à se débarrasser de tout ce qui pourrait l'empêcher d'atteindre son objectif qui est le bien-être du peuple congolais, remplir la caisse de l'État pour avoir des revenus qui pourraient être utilisés pour le développement du pays. L'entreprise américaine de système de paiement et de retrait Visa va officiellement ouvrir sa représentation en République démocratique du Congo. Son directeur régional en séjour à Kinshasa a tenu plusieurs séances de travail avec le membre du gouvernement pour réfléchir sur un partenariat au profit de populations. Patrick Michel Moukoï pour le récit. Tout à l'heure que l'entreprise américaine de système de paiement et de retrait Visa va officiellement ouvrir sa représentation en République démocratique du Congo. Son directeur régional en séjour à Kinshasa a tenu plusieurs séances de travail avec le membre du gouvernement pour réfléchir sur un partenariat au profit des populations. Dans les murs de la Banque centrale du Congo, la délégation du géant américain Visa en mission à Kinshasa a tablé avec l'équipe de la BCC sur la possibilité de la signature d'un partenariat qui permettrait l'assistance de Visa aux activités du switch monétique national et son rayonnement dans la région. Une option qui pourra bien s'élargir à la digitalisation de paiements du gouvernement pour ainsi aider ce dernier à lutter contre certaines pratiques comme celle de détournement qui gangrènent le secteur économique congolais. Poursuivant son processus d'accompagnement, l'équipe de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, avec à sa tête son directeur général Anthony Kinzokamole, a conduit la délégation de Visa auprès du ministre du Numérique, avec qui ils ont évoqué la question de la facilité de l'accès de population aux services du gouvernement grâce à un appui à des fintechs locales. Visa prévoit également de digitaliser les paiements dans le transport en commun par l'installation de terminaux d'acceptation de paiement sans contact. Les discussions sont également très avancées avec le ministère de Transport. La dernière étape de la tournée de l'équipe de Visa avant l'ouverture officielle de bureaux dans le pays l'a conduite au ministère de Petites et Moyennes Entreprises. L'idée de ce rapprochement avec les PME, c'est d'accélérer l'acceptation de paiements digitaux sur le marché de la RDC. L'idée était pour nous de partager nos ambitions. Pour les PME-PMI qui, nous savons, sont des acteurs très importants de nos économies et en particulier de l'économie de la RDC. Donc ceci pour pouvoir encourager d'autres structures telles que les microfinances ou banques à pouvoir prêter de l'argent à ces PME-PMI pour qu'elles puissent grandir. Il sera également question de déployer massivement de terminaux ou solutions d'acceptation de paiement digital pour des marchands sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Agriculture est à Goma depuis ce dimanche 29 mai. Désiré Mzinga s'y trouve en vue de lancer la récolte de la saison culturelle 2021-2022. Marthe Manganza pour plus de détails. C'est une foule nombreuse qui est venue ovationner l'arrivée du ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birionze, ce dimanche 29 mai 2022 à l'aéroport international de Goma. On notera entre autres les militantes et militants de l'UDPS sont partis des cœurs. Nonobstant ce qui se passe dans notre territoire ici, surtout dans la province du Nord Kivu, et donc nous, en tant que warriors, on n'a pas capitulé. On ne devait que venir faire cette mission-là. Le gouvernement continue à travailler et il n'y a rien qui va nous empêcher de faire notre travail. Parlons de la situation sécuritaire dans la province. Désiré Nzinga Birionze a encouragé la population du Nord Kivu pour s'être mis debout et défendre la patrie. Chapeau bas à la population. Franchement, nous remercions, nous le gouvernement, la population du Nord Kivu pour s'être mis debout, pour arrêter le Kayan qui s'attaque au Congo, que tout le monde connaît maintenant, il n'y a pas à se voiler la face. Le Congo se prépare à répondre à tout celui qui viendra faire les désordres chez lui. On ne s'attaquera à personne, mais celui qui viendra chez nous pour créer les désordres, il aura le feu qu'il méritera. Et donc ça c'est clair.
Signalons que le patron de l'agriculture, Désiré Nzinga, va procéder au lancement de la récolte saison culturelle 2021-2022 et aux préparatifs de la saison 2022-2023. Adrien Bokole est ministre de Pêche et Élevage. Il est à Luanda depuis ce week-end dans ce reportage proposé par Eddie Chala qui va nous parler bien entendu du protocole d'accord signé entre la République démocratique du Congo et l'Angola, mais aussi la Namibie en ce qui concerne l'exploitation de ressources halieutiques. La vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sur la pêche est claire, mais la démarche est séquencée. L'acquisition des bateaux de pêche industriels quasi faite par le gouvernement congolais, il est donc temps d'apprêter les zones maritimes de pêche. Dans cette optique, le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele Djema, est depuis le week-end dernier en Angola pour matérialiser un protocole d'accord signé entre les deux pays. Une occasion pour le ministre de visiter quelques poissonneries sur place. Question de se faire une idée sur ce qui attend la République démocratique du Congo afin que les ressources halieutiques congolaises soient exploitées rationnellement. Quelle mesure on pouvait signer le protocole d'accord pour que nos bateaux de pêche que nous allons devoir acquérir puissent en fait pêcher dans les eaux angolaises et dans les eaux namibiennes. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici en Angola. C'est en parlant avec mon collègue de la pêche de l'Angola, en négociant avec lui, comme nous sommes en train de mettre sur pied ces protocoles d'accord, comme nous sommes en train de les finaliser, qu'il nous parlera de cette grande entreprise qui fait vraiment du bien à la population angolaise. Le ministre de la Pêche et Élevage se rendra ensuite en Namibie pour le même travail afin que dès l'arrivée des bateaux congolais de pêche industrielle, l'exploitation commence tout de suite. Voilà, je vous propose à présent de suivre la clôture de l'atelier de préparation sur l'actualisation de feuilles de route provinciale de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Un résumé de ces assises de 4 jours tenues ici à Kinshasa dans ce reportage. Lorsque nous avions énoncé le double objectif de l'atelier qui était d'une part de mettre à jour les principaux animateurs et les principales parties prenantes sur les avancées actuelles de la CSU en RDC et d'autre part la préparation des missions en province pour l'actualisation des feuilles de route provinciales de la CSU, il paraissait que ces objectifs étaient ambitieux. Aujourd'hui, après 4 jours de travaux, nous avons la satisfaction de constater que tous les 2 objectifs ont été atteints. Nous en sommes donc à l'étape où, si l'on nous demandait en tant que soldats de la CSU, êtes-vous prêts pour déclencher les hostilités, nous dirons à l'unisson et sans hésiter, nous sommes prêts. Nous voudrions formuler le vœu que tous ceux qui ont participé à l'atelier puissent se disponibiliser pour transmettre ce que nous avons reçu, mais aussi tous les échanges que nous avons eus et les enrichissements que nous avons engrangés, les transmettre, disais-je, aux équipes provinciales lors de l'accompagnement de ces équipes pour la mise à jour de leurs feuilles de route. Nous formulons aussi le vœu que les autorités provinciales qui seront ainsi sollicitées pour leur implication et leur appropriation de ce processus trouveront oreilles attentives auprès des personnes et des structures provinciales pour les accompagner. La conférence annuelle des directeurs généraux des douanes de la région occidentale et centrale, dirigée par l'Organisation mondiale des douanes, s'est tenue du 23 au 24 mai 2022 à Brazzaville. La République démocratique du Congo a été représentée par le directeur général des douanes et assises, Blandine Tawanda. 8e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale, dirigée par l'Organisation mondiale des douanes, a vécu du 23 au 24 mai 2022 au Congo-Brazzaville. Le but poursuivi était de mûrir des réflexions afin d'aboutir à des recommandations pertinentes et concrètes liées à la transformation numérique en vue de relever ces secteurs sévèrement touchés par les effets du Covid-19 depuis près de 3 ans.
La République démocratique du Congo a été représentée à ces assises par les DG de la Direction générale des douanes et accises, Blandine Kawanda. Dès son retour à Kinshasa, ce dimanche 29 mai, elle a été accueillie au Beach Ngobila par les agents de la douane. Blandine Kawanda fait la restitution de cette conférence. Il était question de parler du plan stratégique régional dans lequel nous définissons les grands axes que nous devons développer avec les actions prioritaires à mener dans le but de réaliser les objectifs de modernisation de nos administrations douanières. Et ces objectifs se résument en la mobilisation des recettes, en la facilitation du commerce et puis à la numérisation et la protection de nos sociétés. Cette rencontre est une occasion pour les administrations douanières de se réformer en vue d'améliorer les climats des affaires. Voilà, on va parler de cette série de formations initiées par la centrale électorale, des assises lancées par le président de la CENI. Cette cérémonie de lancement du niveau 3 de la cascade de formation lancée par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, ce lundi 30 mai 2020 à l'IMCA, s'est déroulée en présence du rapporteur adjoint, du secrétaire exécutif national adjoint de la CENI et du représentant du bourgmestre de la commune de Kalamou. La formation sur l'actualisation des cartographies opérationnelles permettra à la CENI d'avoir une idée claire sur l'implantation des sites de vote et des centres d'inscription pour l'opération de la révision du fichier électoral, a confié le numéro 1 de la centrale électorale à l'endroit des participants. Je fais appel à votre sens de responsabilité, d'éthique et de morale. Vous serez très bientôt des agents de la CENI. Vous devez vous laisser guider seulement par les connaissances qui vous seront transmises ici. Auparavant, le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Mouindo Moulemberi, a défini les objectifs poursuivis. Les produits qui vont provenir maintenant de cette formation, c'est les produits finis. Ce sont ceux-là que nous appelons les préposés à la cartographie. Signalons qu'à Kinshasa, 66 candidats sur 73 participants sont attendus à l'issue de l'évaluation après 5 jours de formation des préposés à la collecte des données cartographiques qui se déroulent dans 2 sites, notamment à l'IMCA et le lycée Sainte-Germaine de Ndjili. Cette session de formation fait suite à celle lancée le 1er avril dernier et va se dérouler simultanément dans 179 antennes dont dispose la centrale électorale, notamment dans les chefs-lieux des territoires et dans quelques villes du pays. Retenez également que 3 nouvelles communautés font désormais partie de la CIME, nous dit Serge Mata. Une entrée chaleureuse et accueillante dans une ambiance conviviale. Après presque 3 ans d'attente, elles font désormais partie de la grande famille, la plateforme de confession religieuse liée à la commission d'intégrité et de médiation électorale. Concrètement, il s'agit de 3 nouvelles communautés. Parmi celles-ci figurent l'église du Lobalanzambe, du prophète Dominique Konde Polo, la confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo, du président national et représentant légal, Monseigneur Fumuma Panda, Malamba, Zéphira, ainsi que la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza Pevia Longo, des chefs suprêmes et représentants légal Mangelesi, Lubasa. L'objectif, à souligner, les pasteurs Dodo Israël Kamba, président de la plateforme des confessions religieuses, les RDC, membres de la CIME, et de ramener les autres pour se rendre efficaces dans la participation à l'exercice de la charge et vocation pastorale. L'évêque Dodo Israël Kamba a saisi également cette occasion pour présenter les nouveaux sièges de la CIME. Nous vous informons que toutes ces 3 communautés que voici, qui détiennent déjà les documents de manière officielle auprès du ministère de la Justice et des gardes-sceaux, ont commencé à nous visiter, nous fréquenter, participer avec nous. D'autres décisions, ça fait plus de 3 ans. À l'issue de cette cérémonie d'adhésion, quelques nouveaux adhérents ont donné leur impression. Mieux vaut travailler que parler. Et là aujourd'hui, pour moi, je suis subjugué. Comme on les voit, le nombre de membres effectifs de cette plateforme de confession religieuse regroupée au sein de la commission d'intégrité des médiations électorales
passe visiblement des 6 à 9. Direction Assemblée nationale, on va parler de travaux de la commission aménagement du territoire de cette chambre du Parlement. La dite commission a auditionné ce jour 2 mandataires de l'État. Plus de détails dans ce reportage. 2 mandataires de l'État, à savoir le DG de la SNCC, Fabien Moutombe Kankato, et celle du Fonds d'entretien routier, FONER, Madame Georgine Selemani, se sont présentés ce lundi devant la Commission de l'aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale, ATI-NTIC, pour répondre aux préoccupations des députés nationaux, sous la direction de l'honorable José Ngwanda, président de cette commission. Le DG de la SNCC a détaillé le plan de redressement de cette entreprise de transport ferroviaire avant d'expliquer les causes des accidents récurrents sur la voie ferrée. Nous avons donné d'abord l'état des lieux de l'entreprise, les difficultés que nous avons, les opportunités que nous avons et ce que nous pouvons faire. La DG du FONER a démontré que le financement des travaux d'entretien routier se fait de façon efficace et efficiente. Quant à la rétrocession de 40% aux provinces, elle s'opère, selon elle, suivant le financement des projets d'entretien des routes et voiries d'intérêt provincial et local arrêtés par les gouverneurs des provinces. L'université de Lubumbashi et celle de Louvain en Belgique ont fait de prélèvements sur le zoo et les urines recueillies sur Chikapa. Les résultats de recherche menés sur la population riveraine seront publiés demain à Kinshasa, annonce faite par le député national Guy Mafuta. Plus de 7000 victimes attendent réparation, nous fait savoir Françoise Bouela. Août 2021. Les eaux de la rivière Chikapa et Kasai changent de coloration. La santé de la population est mise en danger. Une société minière angolaise serait à l'origine. Le gouvernement congolais condamne l'acte. L'accès à la rivière est interdit. L'aide tarde à s'organiser. Nous souffrons, nous n'avons pas de choix. Je suis vendeuse des poissons, mon commerce ne marche plus. Des voix se lèvent pour demander une étude et l'élu national Guy Mafuta Kabongo, avocat, défend les victimes. Nous avons réuni plus de 7800 signatures. Nous avons assigné en justice une société angolaise qui est connue, Katoka Mining, en responsabilité civile. Nous aurons une conférence demain où des recherches scientifiques ont été opérées grâce à la collaboration de l'Université de Lubumbashi et de Louvain en Belgique. Là, il sera question de publier ou d'annoncer les résultats de cette pollution. L'indignation des victimes est sans appel. Elles attendent réparation. Le gouvernement angolais a mis à garde la société Katoka Mining qui a pollué. Chez nous, au Congo, rien n'est fait. Là, ce qui est important dans cette conférence, c'est que nous avons invité non seulement le corps scientifique, mais aussi et surtout les décideurs. Sur une fibre patriotique, l'élu de Chikapa n'a pas manqué de lancer un appel de soutien au FRDC à la ligne de front. C'est le moment où nous devons tous parler le même langage, soutenir nos forces armées et également être autour du chef de l'État pour relever ce défi sécuritaire. Face à l'agression du pays, le peuple doit se mobiliser, quelles que soient les tendances, a-t-il conclu. Les femmes de l'Union sacrée de la Nation ont réitéré leur soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elles étaient récemment devant le Palais de la Nation. Ces femmes ont également dit non à l'agression de la RDC par le Rwanda. Une ambiance toute particulière ce lundi 30 mai devant le Palais de la Nation, investi par une centaine de femmes, des mamans brandissant des calicots. Il s'agissait des délégations de femmes fortes de 26 provinces de la RDC et de la dynamique de femmes de l'Union sacrée de la Nation, venues toutes manifester leur soutien au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux forces armées de la RDC face à l'agression du pays dans sa partie est du territoire national. Elles ont été reçues par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions juridiques, administratives et diplomatiques,
professeur Nicole Tumba Boatia, qui leur a prêté une oreille attentive. Les femmes fortes, regroupement de toutes les femmes de la scène politique, de la société civile, des maraîchères et paysannes, étaient porteuses des mémos adressés au chef de l'État et dans lesquels elles expriment leur détermination de s'impliquer dans la guerre imposée à la RDC dans l'est du pays. Les mamans sont ici pour dire c'est assez. Avec la guerre qui est en train de se passer à l'est, les mamans ont dit cette fois-ci les femmes, non seulement elles vont s'impliquer, mais elles vont aussi et c'est comme ça que les femmes se sont mobilisées aujourd'hui pour amener leur mémoire. Nous savons que nous avons un champion. Comme nous avons un champion, nous savons qu'il gère tout ce qui est en train de se passer au Congo et tout est au contrôle. Donc nous n'avons pas peur parce que nous savons que notre champion est au contrôle. Et ce mémo est juste en train de demander au président de la République, tout d'abord, d'avoir confiance à son peuple congolais. Donc toutes les mamans que vous voyez ici, nos enfants et nos maris, nous soutenons à 100% le chef de l'État. Nous les soutenons à 100% et nous savons que le chef de l'État va terminer cette histoire ici avec le Rwanda. Nous appelons toutes les femmes africaines à la solidarité avec les femmes congolaises, car cette affaire de la paix nous concerne toutes. Nous relançons notre campagne de soutien et de solidarité au FRDC dénommé FRDC na front, ma femme forte na mabota na bango. Ce projet consiste, ça c'est un grand projet que les femmes fortes ont fait, qui consiste à mobiliser les moyens financiers que nous allons donner à nos vaillants militaires. Puisque pour parvenir qu'on réalise, qu'on soit la signature est belée dans 26 provinces mobimba pour soutenir le président Nabiso et l'homme Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bozui la signature wana pour soutenir yé. Et l'okoni nezangi biso pour tozwa lisusu makanisa makasi pour to soutenir FARDC oyo ye moko mokonzi mboka azokamba. Eza idée moko kitoko. Nazwi memorandum oyo bino bosali oyo iti na kati ya motema na bino natangi yango namoni ba recommandation na bino o bolingi et comme pas président. Pour déjà la zone Sabino et c'est commis la minute ezokende. Na nyonso oyo bokomi. Na nyonso oyo bokomi. Boyeba que na point moko président akozala na solution. Président akozala na réponse. Les femmes fortes entendent saisir les autres instances, la MONUSCO, les conseils supérieurs de sécurité des Nations Unies, l'Assemblée nationale, pour déposer leurs mémos dans lesquels elles expriment leur désapprobation et leur indignation face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Voilà, on va quitter Kinshasa pour les Kwilu. Ipamu sera électrifié quoi qu'il arrive, c'est ce que nous dit Jean-Pierre Ndolo Demazou. Il a assisté à l'arrivée de matériel pour l'électrification de cette cité. On regarde. C'est en bravant l'impossibilité des routes que le convoi de l'armée nationale transportant des matériels d'électrification est arrivé le samedi 28 mai dernier dans la soirée à Ipamu. Voilà l'état des routes. Nous avons quitté Kinshasa, ça fait 2 jours. Mais nous sommes déterminés à aller partout où nous allons rencontrer les gens pour électrifier les pays. Des propos rassurants pour les riverains qui attendent de voir l'électricité améliorer leurs conditions socio-économiques et de faciliter la tenue d'un événement grandiose ce dimanche 5 juin. Il s'agit de la clôture de l'année centenaire du diocèse d'Idiofa dont la mission Ipamu abritera les activités festives en tant que berceau d'évangélisation dans cette partie de la province du Kwilu. À Idiofa, nous avons vraiment un programme. On va réhabiliter et augmenter la puissance. Il y a Kombilim, il y a eu Fanzondo et on va encore construire une centrale hydroélectrique en Punkulu Munim. En fait, je tiens à féliciter Monseigneur le vice-président de la CENCO, Monseigneur José, qui est vraiment un monsieur très déterminé à développer son coin ici.
La fourniture du courant électrique se fera donc par le biais d'un opérateur privé. L'Agence nationale des services énergétiques en milieux ruraux et périurbains ANSER se veut donc un pilier dans la concrétisation du programme du chef de l'État qui s'est fixé l'objectif de développer les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et puis Nicole Oka va nous conter le préparatif du centenaire du Diofa, du centenaire du diocèse du Diofa, toujours dans le Kwilu. La cité d'Ipamou est le berceau de l'évangélisation dans les diocèses d'Idiofa. Les premiers missionnaires blancs sont arrivés à Ipamou où ils donnaient les sacrements des baptêmes et des mariages à la population de ces coins du pays à l'époque coloniale. Plusieurs activités sont organisées en marge du centenaire du diocèse d'Idiofa qui coïncide aussi avec le centenaire de la paroisse mère d'Ipamou. Il s'agit notamment de la curie diocésaine d'Idiofa, un pèlerinage d'évangélisation dans les différentes paroisses de sa juridiction ecclésiale. Monseigneur José Moko Ekanga, vicaire épiscopal ainsi que secrétaire chancelier, est déterminé à valoriser la cité d'Ipamou pour son rôle aussi important dans l'évangélisation de la population. Au cardinal archevêque de Kinshasa et à tous les évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa, tous unanimement ont pris la résolution d'être présents à Ipamou. Et le 5, ça sera la célébration de notre centenaire. L'annonce du Christ, l'évangélisation du diocèse du Diofa a commencé à Ipamou en 1922 et nous sommes en 2022, c'est donc 100 ans. Et c'est le cardinal qui va présider l'Eucharistie. Le centenaire de l'évangélisation est d'abord un événement spirituel. Nous devons l'accompagner. Le nom de Jésus a été annoncé la première fois à Ipamou. Nous avons beaucoup de baptisés, beaucoup de confirmés, beaucoup de mariés. Nous avons des prêtres, des religieux, religieuses, donc beaucoup de vocations. Notre diocèse est un diocèse de beaucoup de vocations et beaucoup d'œuvres de foi, de développement. À noter que le centenaire du diocèse d'Idiofa à la cité d'Ipamou est un motif de fierté pour les sœurs salésiennes de la Visitation. Nous sommes au four et au moulin en train de travailler durement pour accueillir nos hôtes qui vont arriver incessamment. Quelques-uns arrivent aujourd'hui et nous les attendons. Nous sommes fiers de fêter le centenaire à Ipamou. On reste en province. Lancement au Congo central de l'opération de la vente de vignettes exercice 2022. Déroulement de cette cérémonie dans ce reportage. Clash 2022, vente de la vignette, exercice fiscal 2022. Cette phrase est visible sur le calico dans l'ensemble du Congo central. Le ministre provincial en charge de finances, Pierre Kabahou Chalabi, est le premier citoyen qui paye la taxe spéciale de circulation routière au nom du gouverneur intérimaire en présence du représentant du président de l'Assemblée provinciale et de son collègue du budget au rond-point Londe le lundi 30 mai 2022. Pour le numéro 1 de la Direction générale de recettes du Congo central, Jules Zamongana, le recouvrement forcé va débuter le 1er juin 2022. Suite à certaines réalités économiques sur l'instruction de l'autorité provinciale, un moratoire avait été accordé. Dès aujourd'hui, les défaillants doivent régulariser leur situation fiscale étant donné que la vente forcée débute ce 1er juin 2022. La population appelée à s'impliquer pour donner des moyens au gouvernement provincial conformément à la loi. J'en appelle donc, mesdames et messieurs, aux personnes morales et physiques assujetties à l'impôt réel sur le véhicule et la taxe spéciale de circulation routière de contribuer au développement de la province en s'acquittant de leurs obligations fiscales par l'achat de vignettes à la DGFKC. C'est donc une invitation à tous les contribuables propriétaires de véhicules automobiles, des remorques et semi-remorques, de véhicules tracteurs, des bateaux et embarcations à propulsion mécanique, des baleinières et des barges de s'acquitter de leurs obligations pour circuler librement dans la province. Au cas contraire, les agents de la DGRKC et ceux de la police nationale seront mis à contribution pour atteindre cet objectif.
Direction la Mongala, où des professeurs ressortissants de cette province fustigent l'invalidation de César Limbaya par le Conseil d'État à la tête de cette province. La décision du Conseil d'État publiant le perdant Aimé Bokungu ayant obtenu 6 voix à l'élection du gouverneur dans la province de la Mongala au détriment du gagnant César Limbaya Bangissa avec 13 voix sur 20 a été vivement dénoncé et désapprouvé par l'opinion publique et le ressortissant de la Mongala. C'est le cas des professeurs d'université originaires de la Mongala qui, dans une déclaration, en appellent au rétablissement de droit du gagnant César Limbaya comme gouverneur. Cette injustice ou iniquité flagrante et ostensible a suscité une réelle levée de boucliers dans notre province où la population ne jure que par l'investiture du gouverneur Maître César Limbaya, élu légalement en lieu et place de celui propulsé frauduleusement par le Conseil d'État pour des intérêts ventraux et égoïstes en violation flagrante de la Constitution. C'est pourquoi nous prions les autorités compétentes, plus particulièrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la Constitution, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, de rétablir les Mongalaises et Mongalais dans leurs droits face aux turpitudes, aux injustices notoires du Conseil de l'État, dont l'image est ainsi ternie par des jugements iniques et partiaux. C'est un véritable lever de bouclier de l'opinion publique de la Mongala qui réclame le bon dire droit pour l'élection du gouverneur dans cette province. Outre les professeurs, les ressortissants de la Mongala ont aussi condamné la décision du Conseil d'État. Déclaration politique de la communauté de la province de la Mongala à Kinshasa, à l'intention de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, en rapport avec l'arrêt du Conseil de l'État, proclamer le candidat gouverneur malheureux Bokungu Boubueme comme gouverneur. Soucieux d'éviter à la province une situation de gouvernabilité et de faire respecter la volonté majoritaire des Mongalaises et Mongalais exprimée au travers les 13 élus provinciaux lors des élections crédibles, transparentes, organisées le 6 mai de l'année en cours par la CENI. Déclarons ce qui suit. Implorons à votre haute autorité de daigner rétablir dans leurs droits M. César Limbaya Bangissa et Blaise Mongo, Bossé Konzo, respectivement, gouverneur et vice-gouverneur de la Mongala. À Kinshasa comme à la Mongala, les ressortissants de cette province réclament l'investiture de César Limbaya, gouverneur élu et non les contraires. Voilà, vous le savez probablement, le stade de martyrs de la Pentecôte a abrité ce week-end la sortie officielle du parti politique ACP, le temps fort de cette activité dans ce reportage. La sortie officielle de l'Alliance des Congolais progressistes, ACP, samedi 28 mai 2022 au stade des martyrs de la Pentecôte, plein à craquer qui a même refusé du monde, avec près de 100 000 cadres et militants de ces partis politiques chers à Gentili Ngobila Mbaka, gouverneur de Kinshasa, était aussi une occasion propice pour cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la nation, de dévoiler son seul et unique candidat à la présidentielle de 2023. Il s'agit, bien entendu, de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'après la motion lue à cette même occasion par son autorité morale qu'entouraient les hauts cadres de ces partis. Témoignons notre reconnaissance à la plus haute autorité du pays, à savoir son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dont le leadership et les actions nous ont permis de comprendre le souci constant de répondre aux besoins primaires des simples citoyens que nous sommes. Affirmons qu'il est d'ores et déjà notre seul et unique candidat aux élections présidentielles de l'an 2023. Signalons qu'à peine 9 mois d'existence, l'ACP a déjà enregistré dans la capitale RD congolaise plus d'1 million d'adhérents, parmi lesquels le membre des différentes associations des jeunes et des femmes, à en croire Gentili Ngobila Mbaka, l'initiateur de l'ACP.
À l'UDPS, l'on multiplie des activités au niveau des cellules de base. L'essentiel de la rencontre de ce dimanche à la 7e rue Lumété avec Alain Bikaï. Les instructions de la hiérarchie de l'IDPS font l'obligation à tous les membres de participer à la réunion hebdomadaire, sont suivis à la lettre. Le dimanche 29 mai, la cellule UDPS 7e rue industrielle s'est mobilisée pour recevoir le vice-président de la Fédération UDPS Canada. Question d'échanger sur les enjeux électoraux à venir. Le président cellulaire Mouki Moukouna a saisi l'occasion pour transmettre à l'assistance des nouvelles instructions du secrétaire général Augustin Kabouya sur la marche du parti. Mouki Moukouna a appelé ses camarades à travailler sur terrain pour allumer la flamme du parti dans leurs quartiers respectifs en vue de se préparer pour les élections de 2023. À son tour, le vice-président de la Fédération UDPS Canada et natif de Lumété a invité les cadres et membres du parti à se conformer à ces instructions du secrétaire général. Il est prescrit dans nos statuts que chaque dimanche, les cellules se réunissent pour parler des activités du parti, transmettre certaines instructions qui viennent de la hiérarchie du parti à la base. C'est quelque chose que nous avons reçu comme instruction auprès du secrétaire général du parti qui a demandé à ce que tout membre, tout cadre, que vous soyez ministre, que vous soyez mandataire, que vous soyez n'importe quelle fonction que vous assumez, quelle position que vous avez au sein de différentes institutions du parti, que vous devez retourner dans vos cellules. Pour soutenir les activités de sa cellule, de Kinshasa, Tobi Kayumbi a fait un don d'un lot important de chaises. On reste à l'UDPS. Le parti présidentiel vulgarise depuis peu les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On regarde. Héros national, père de la démocratie, en République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déjà totalisé 3 ans. Une année et demie nous sépare de la fin de sa mandature. Ses actions dans tous les secteurs sont palpables. Son énergie dépensée pour la nation encore visible en dépit de la pandémie du coronavirus. Il reste engagé, déterminé et persévérant pour le bien-être des Congolais. C'est le message que portent les militantes et militants de l'UDPS de Mont-en-Bas, cellule de Rond-Point-Rigini. L'amélioration de la situation salariale des fonctionnaires de l'État, le solde des enseignants nouvelles unités, la gratuité de l'enseignement, le projet Chile-Gelou, les exploits de l'inspection générale des finances, les recettes d'1,5 milliard de dollars américains rien que pour le mois d'avril, ainsi que le budget à 10 milliards de dollars américains, autant de réalisations contenues dans un recueil. On peut le dénombrer à plusieurs centaines. La liste n'est pas exhaustive. Le cadre de l'UDPS cellule de Rigini veulent jouer le rôle de porte-parole du chef de l'État pour la vulgarisation et la visibilité de tous les efforts de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons voulu énumérer toutes les réalisations du chef de l'État. Nous avons constaté que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il a fait beaucoup de choses, que nous n'arrivons pas à l'énumérer tout. Mais ce qu'on a essayé d'énumérer, c'est plus de 100. Nous avons voulu que tous les combattants de l'UDPS, des ronds-points Rigini, des Moamba, de Kinshasa et de Congo en général, puissent savoir la réalisation du chef de l'État. On a énuméré une après l'autre pour voir comment est-ce que c'était et comment est-ce que les gens peuvent commencer à les vulgariser. Si nous, on ne parle pas de ce que Fatih a réalisé, qui parlera à sa place? Pour l'UDPS, en 3 ans, le chef de l'État a réalisé ce que ses prédécesseurs ont raté depuis 50 ans. Voilà, mesdames et messieurs, fin de cette session d'information. Merci pour votre attention. On se retrouve demain, même chaîne, même heure, avec une édition format normal, bien entendu. Au revoir.